Bonjour à toutes et à tous. Après avoir fait un point succinct sur les origines des mouvements totalitaires en Russie et en Allemagne, nous nous pencherons aujourd'hui sur leur fonctionnement afin de répondre à cette problématique, comment s'exerce le pouvoir dans les régimes totalitaires. Pour commencer, nous verrons que ces régimes totalitaires reposent sur des idéologies spécifiques. Ces idéologies ont tout d'abord une visée économique autoritaire. Ainsi, en 1930, en Russie, Staline lance son premier plan quinquennal, un projet politique qui a pour but, comme il l'affirme, de rattraper un retard économique et industriel d'un siècle en seulement 5 ans. Cette économie se caractérise par la collectivisation des terres agricoles et des moyens de production industrielle. C'est-à-dire que toutes les terres et les usines privées passent sous le contrôle de l'État. Toutes les terres appartiennent à l'État et les paysans sont obligés de mettre en commun leurs terres et leurs outils dans de grandes fermes collectives où ils vivent en communauté, les kolkhozes. Une méthode de travail qui leur permettra de produire des millions de tonnes de blé que l'État compte vendre pour acheter des machines afin de fabriquer des tracteurs ou équiper l'armée rouge de chars et d'avions. Le processus est le même au niveau industriel. Mais 30 millions de paysans sont déracinés pour remplir les usines. C'est la plus grande et plus rapide urbanisation de l'histoire. Par conséquent, les fermes collectives sont très mal organisées et les récoltes des années 1930 vont être très faibles. Résultat, une grande famine apparaît en 1933, provoquant 6 millions de morts. En Allemagne, Hitler a pour projet de faire du pays une grande puissance militaire et d'éradiquer le chômage de masse. Une politique de grands travaux est mise en place. Le territoire allemand est totalement aménagé, autoroutes, aérodromes, stades, etc. Hitler rétablit également le service militaire obligatoire en 1935 et Göring, ministre de l'Intérieur, lance un vaste plan d'armement. L'économie allemande fonctionne alors en autarcie. L'autarcie est un système économique qui permet à un État de suffire à tous ses besoins et de vivre seulement sur ses propres ressources. Ainsi, remilitarisée dès 1939, l'Allemagne nazie est prête à faire la guerre. En outre, les systèmes totalitaires reposent sur une vision de l'homme toute particulière. Cela repose d'abord sur le culte de la personnalité. Dans les sociétés allemandes et soviétiques, le chef, investi d'une autorité absolue, fait l'objet d'un véritable culte. En URSS, Staline met en place une dictature violente qui glorifie le petit père des peuples, comme il aime à se faire appeler. Le culte de la personnalité le représente en maréchal, en bâtisseur, en père proche des enfants, et en guide et en chef. Et l'histoire de la Russie est réécrite par ses propres soins. En Allemagne, Hitler fédère ainsi le peuple allemand autour de la devise Ein Volk, ein Reich, ein Führer, un peuple, un empire, un chef. Le dirigeant allemand est glorifié par les médias. Il est ainsi représenté comme un chevalier teutonique, prêt à écraser les ennemis de l'Allemagne et à guider le peuple allemand. Ensuite, les régimes totalitaires entendent créer, façonner un homme nouveau, dans une société nouvelle et régénérée. Cela passe par la discipline physique et sportive, l'hygiène, l'exaltation des valeurs militaires, ainsi que le culte du travail. En Allemagne, un front du travail, le DAF, remplace les syndicats, qui sont interdits, et place les travailleurs allemands dans l'obligation de produire sans se plaindre. En URSS, l'Homo soviéticus est glorifié. C'est un travailleur infatigable et un bon communiste qui obéit toujours au parti, à l'image d'Alexei Stakhanov, mineur du Donbass, qui a, selon la propagande officielle, pu extraire 14 fois plus de minerais que la moyenne. Tout ceci est un mensonge. Stakhanov est promu héros du travail. Les travailleurs sont invités à devenir des stakhanovistes, des ouvriers de choc. Dans cette nouvelle vision idéologique de l'homme, le régime nazi connaît une spécificité. La biologie y tient un grand rôle. Les nazis estiment que les lois de la nature conditionnent les sociétés humaines. Persuadés d'appartenir à une race aryenne supérieure, ils mettent en place des politiques d'eugénisme visant à éliminer les races considérées comme inférieures, les homosexuels et les handicapés. Ainsi, les homosexuels, les témoins de Jéhovah sont arrêtés, les malades mentaux sont stérilisés, puis éliminés. Cette idéologie développe un racisme et un antisémitisme virulents. Aux yeux des nazis, les juifs sont situés au plus bas de l'échelle des races. Les nazis tentent tout d'abord d'écarter les juifs de la vie publique. Dès 1933, le boycott de leur commerce est mis en place.
Le 15 septembre 1935, les lois de Nuremberg excluent les juifs de la société allemande. Elles leur interdisent certains emplois dans les banques, le commerce ou l'armée, etc. Interdisent aussi les mariages mixtes et les obligent à porter une étoile jaune. L'un des buts avoués de cette politique est de faire partir les juifs d'Allemagne. Les violences envers eux se multiplient. La deuxième phase débute lors de la Nuit de Cristal, le 7 novembre 1938. Sous l'impulsion des autorités nazies, les populations du Reich s'en prennent aux synagogues et au commerce des Juifs, tandis que des assassinats sont commis en toute impunité. Et, en 1941, une politique d'extermination massive est programmée. Elle prend le nom de « solution finale ». Mais, pour s'affirmer, les idéologies totalitaires doivent s'appuyer sur un exercice du pouvoir tout aussi particulier. Ces régimes dictatoriaux reposent d'abord sur la concentration des pouvoirs. Le pouvoir est entre les mains d'un seul homme. En URSS, Staline impose la pratique du candidat unique, désigné au préalable par le Parti communiste. Dans l'Allemagne nazie, Hitler exerce une autorité absolue. Ces régimes totalitaires se caractérisent également par l'absence de pluralisme politique et l'existence d'un parti unique. Un seul parti est légalement autorisé, le Parti communiste en URSS, le Parti nazi en Allemagne. Les responsables du parti occupent des fonctions politiques importantes et le parti finit par se confondre avec l'État. Ils ne font plus qu'un. Les sociétés sont alors sous le contrôle total du chef et du parti. Cela commence avec l'encadrement et l'embrigadement de la jeunesse. Ainsi, dans l'Allemagne nazie, les enfants sont embrigadés dans les jeunesses hitlériennes, au sein desquelles ils pratiquent le sport, les exercices militaires et y sont endoctrinés à l'idéologie nazie. En URSS, les enfants aussi sont encadrés dans des organisations de masse dépendantes du parti, les Komsomol. Dans ces organisations, pour la jeunesse, on y enseigne aux enfants des valeurs martiales et surtout la dévotion au chef du régime. En outre, pour contrôler la société, les régimes totalitaires utilisent massivement la propagande pour glorifier le pouvoir du chef. Cinéma, radio, presse, livres et affiches sont contrôlés par le pouvoir et contribuent à garantir l'adhésion des populations. Dans le régime nazi, cette propagande condamne l'art dégénéré, c'est-à-dire tous les arts abstraits et d'avant-garde, comme le jazz par exemple. De nombreux artistes fuient ainsi le pays, alors que les livres interdits, Voltaire, Einstein et autres, sont brûlés lors de grands autodafés nocturnes. Les Juifs sont en particulier visés par la propagande nazie, qui estime qu'ils sont responsables de tous les maux de l'Allemagne, crise économique, difficultés internationales, car ils polluent le sang allemand, selon leurs propres mots, et affaiblissent le pays. Enfin, les pouvoirs totalitaires s'appuient sur la terreur. Dans ces régimes, les droits de l'individu sont niés, car tout doit s'effacer devant la volonté du chef et le respect des principes qu'il énonce. Ainsi, les opposants politiques font l'objet d'une étroite surveillance et d'une répression féroce. Des polices politiques sont créées dans chacun des États totalitaires. En URSS, la population est contrôlée et surveillée par la police politique, le NKVD. En Allemagne, par la SS, section de sécurité, et la Gestapo, la police politique. Ensuite, se mettent en place des politiques d'emprisonnement, d'enfermement et de déportation. En Allemagne, les premiers camps de concentration sont créés dès 1933 à Dachau et Oranienburg. En URSS, les violences staliniennes revêtent de multiples formes. La police politique, le NKVD, a pour mission d'arrêter tous ceux qui sont suspectés d'antisoviétisme. Toute critique du régime est interdite. La délation est encouragée, y compris au sein des familles. Entre 1936 et 1938 se déroulent les procès de Moscou, qui impliquent aussi bien des responsables politiques importants accusés de haute trahison que des citoyens ordinaires victimes d'arrestations arbitraires. Une fois qu'ils ont avoué sous la torture et au terme d'interrogatoires interminables, ces opposants, réels ou supposés ou imaginaires, sont exécutés ou déportés au goulag, où ils sont soumis au travail forcé. Le goulag est responsable de la mort de dizaines de millions de personnes à l'époque stalinienne. En conclusion, les États totalitaires sont caractérisés par une soumission totale ainsi qu'une obéissance aveugle au chef. Les principaux moyens qu'ils emploient pour obtenir cette soumission sont la propagande, l'encadrement, l'endoctrinement de la population et la répression par la terreur. Pour conclure, définissons le terme totalitarisme. C'est un terme inventé par la philosophe Hannah Arendt. Il s'agit d'un régime dans lequel les individus sont entièrement sous l'emprise de l'État.
En cela, il dépasse la simple dictature, puisque l'État contrôle l'économie, la politique, les arts, mais aussi la vie quotidienne et privée des citoyens. Merci de votre écoute et beau soleil à vous.